Bonjour, chers amis, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier notre grand maître, professeur Shraibi, pour l'organisation de cette journée magnifique, ainsi pour l'organisation de cette session de congénital. Je trouve sincèrement que c'est une idée très originale de choisir des thématiques très variées. Ça a donné un coup d'énergie à la séance. En ce qui concerne mathématiques, je vais traiter, si vous le permettez, traiter avec vous, si vous le permettez, l'échocardiographie dans la tétralogie de Fallot. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on parle de ce sujet, ça peut inclure des entités très variables depuis le diagnostic anténatal au diagnostic chez le petit enfant et le nourrisson. On peut traiter aussi la tétralogie chez l'adulte avec toute sa particularité et les complexités et les complications que présente un adulte, voire le traitement et le suivi chez les patients opérés. Chose qu'on ne peut pas pratiquement traité en 15 minutes. Donc, pour la limite du temps, je vais me limiter au diagnostic échocardiographique chez le petit enfant et le nourrisson. On était tous des étudiants en médecine et on a appris que la tétralogie de Fallot est une cardiopathie congénitale cyanogène et qu'elle constitue la forme la plus fréquente des cardiopathies cyanogènes. On a grandi et on a compris que la tétralogie de Fallot est constituée de 4 items. D'abord, la dextroposition de l'aorte, la communication interventriculaire, l'hypertrophie ventriculaire droite et la sténose pulmonaire. On a encore grandi, on est devenu cardiologue et on a compris qu'il ne s'agit pas uniquement de cette entité et que cette définition ne remplit que la forme régulière. En effet, il y a beaucoup d'associations et beaucoup de malformations qui peuvent être associées à cette tétralogie de Fallot et ils donnent de ce fait l'aspect ou ce qu'on appelle la forme irrégulière. Il peut s'agir d'une anomalie des artères coronaires, des shunts associés, des sténoses pulmonaires distales ou des hypoplasies diffuses de l'artère pulmonaire. Bref, c'est une malformation qui peut avoir beaucoup d'aspects et beaucoup de variabilité clinique et aussi anatomique. En effet, les chirurgiens ou bien la Société des chirurgiens cardiaques congénitalistes a essayé de scinder cette pathologie qui est la tétralogie de Fallot en 3 grandes entités parce qu'il présente un aspect thérapeutique et un aspect pronostique variable. La première, c'est ce qu'on connaît tous, la tétralogie de Fallot avec ses degrés variables de sténose pulmonaire. La deuxième entité, c'est la tétralogie de Fallot associée au canal atrioventriculaire. Pourquoi? Parce que ça transforme la forme de la tétralogie de Fallot avec un certain degré de complexité en matière de traitement chirurgical et en matière aussi du pronostic. La troisième entité, c'est la tétralogie de Fallot associée à l'agénésie de la valve pulmonaire. Bien sûr, on oublie les absceaux et la tétralogie de Fallot type VDDI parce que ça constitue une entité vraiment à part dans son aspect anatomopathologique, traitement et diagnostic échocardiographique. Quel que soit l'aspect, notre hantise en tant que cardiologue, c'est de passer à côté de ce diagnostic, à ce que ça ne soit pas vraiment une tétralogie de Fallot, une CIV plus sténose pulmonaire par exemple, un ventricule droit à double issue plus une sténose pulmonaire. Parfois, on a peur du rapport du chirurgien quand il nous dit « Ah, on a trouvé des surprises en péropératoire ». Donc, à travers ce topo, on cherche quels sont les éléments qui vont nous permettre de faire le bon diagnostic et d'éviter ces surprises dont le chirurgien peut parler et même le patient. On ne veut pas du mal à notre patient, on veut un bon diagnostic avec un bon traitement. Pour ce faire, il est impérativement de répondre à 4 questions en plus d'une 5e. Les 4 questions, c'est ceux qui répondent à la définition de la tétralogie de Fallot. Donc on comprend bien qu'il faut bien étudier l'aorte, il faut bien étudier le conotroncus avec la voie pulmonaire, il faut bien étudier la CIV avec le conoseptum et le ventricule droit. À côté de ces 4 entités, il faut chercher bel et bien les malformations associées qu'on va voir par la suite. Et on va commencer par l'aorte. Vous avez 5 notions dans l'étude de l'aorte. D'abord, la dextroposition et ses degrés, la taille de l'aorte, la continuité mitro-aortique,
le shunt, on va expliquer ce que je veux dire par le shunt, la morphologie et la fonction de la valve aortique. Et on va commencer par la dextroposition. Donc la dextroposition, pour un langage plus simple pour les jeunes, c'est un déplacement antérieur de l'aorte vers le ventricule droit, et ce qui donne l'aspect qu'on connaît tous, une aorte qui est à cheval. Le diagnostic peut se faire sur cette coupe parasternale grand axe, mais cette coupe peut faire défaut quand on a une absence ou une agénésie du thymus. Dans ce cas-là, il faut avoir recours à d'autres coupes comme la coupe 5 cavités qui nous montre l'aorte à cheval, et surtout j'insiste sur la coupe sous-costale avec tous ces aspects 4 caves en allant progressivement vers le petit axe qui montre cette aorte à cheval, la coupe sous-costale et la coupe de préférence chez les congénitalistes. À côté de cette dextroposition, je veux attirer votre attention vers un point important et qui va vous permettre de faire un petit peu la différence entre la tétralogie de Fallot et les autres malformations comme la sténose pulmonaire associée à une CIV tout court. Regardez ici sur cette boucle-là, vous avez l'aorte et l'artère pulmonaire. Si l'on voit le rapport entre l'aorte et la valve pulmonaire, on va voir que la valve pulmonaire est un petit peu antérieure et gauche par rapport à l'aorte. Contrairement à la tétralogie de Fallot, regardez l'aorte avec la valve pulmonaire. Ce lien a tendance à s'horizontaliser avec une valve pulmonaire qui a tendance à être plutôt à gauche et non pas à gauche et en avant de la valve aortique. C'est une petite astuce qui va vous permettre de faire la part des choses. Bien sûr, il faut préciser le degré de cette dextroposition. Dans la tétralogie de Fallot, on peut avoir une dextroposition à 25%, 30%, voire 50%. Bref, ça ne doit pas dépasser les 50%. Une fois ça dépasse ce chiffre-là, on est plutôt dans le VDDI, le ventricule droit à double issue. Comme vous le voyez entre ces deux coupes, regardez ces deux coupes parasternales grand axe. La première, on voit l'aorte à cheval à 50%, et ici, elle est plutôt à cheval, mais elle n'est plutôt du ventricule droit. Le même aspect, on le voit ici sur la coupe 5 cavités, où cette aorte paraît à cheval à 50%, et ici, il n'est plutôt du ventricule droit. Donc, sur ces deux coupes-là que vous voyez en bas, on est plutôt dans le ventricule droit à double issue. Une autre notion importante à étudier, c'est la continuité mitro-aortique. Dans la tétralogie de Fallot, on a une continuité mitro-aortique qui est respectée, contrairement au ventricule droit à double issue, où la continuité peut être présente, c'est-à-dire sa présence ne nous permet pas de dire que c'est une tétralogie de Fallot à 100%. Mais son absence permet de nous orienter plutôt vers le ventricule droit à double issue. Regardez sur cette coupe-là en bas, vous avez l'aorte, ici, avec une valve mitrale, et on voit l'absence de continuité mitro-aortique entre les deux valves, contrairement à cette boucle que vous voyez en haut, où cette continuité mitro-aortique est respectée. Ça, c'est l'image en zoom qui va vous permettre de faire la part des choses d'une façon plus claire. Il faut aussi étudier le flux aortique. Dans la tétralogie de Fallot, vous avez un shunt qui est gauche-droite, qui se fait du ventricule droit via la CIV et qui se dirige directement vers l'aorte. Et c'est la raison pour laquelle on a en général dans la tétralogie de Fallot une artère qui est dilatée parce qu'elle reçoit à la fois le sang qui vient du ventricule droit et celui qui provient du ventricule gauche. Cet aspect, on peut le confirmer sur l'ensemble des coupes, la 5 caves et la sous-costale. Quand vous le voyez, c'est un shunt qui se fait des deux ventricules vers l'aorte. Pour faire la part des choses, cette image que vous voyez ou cette boucle que vous voyez sur votre côté droit, on a une CIV tout simple avec un shunt qui est bidirectionnel qui se fait plutôt entre les deux cavités avec une aorte qui écarte une taille normale. Donc, vous comprenez bien que la dilatation de l'aorte est un élément aussi en faveur de la tétralogie de Fallot, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un flux qui provient des deux ventricules et qui se dirige vers l'aorte.
Un dernier point avant de quitter l'étude donc, de l'aorte et de la valve aortique, il faut étudier la fonction de la valve à la recherche d'une fuite le plus souvent, mais aussi la morphologie de la valve aortique. En général, elle est tricuspe, mais ça arrive de voir une bicuspidie, voire même la quadricuspidie, comme vous le voyez sur cette boucle-là. Donc, au total, on a une aorte qui est dextroposée sans dépasser les 50%. On peut étudier l'axe de la valve aortique avec la valve pulmonaire. On a la dilatation de l'aorte qu'il faut objectiver par le Z2 score, ne pas se contenter de la morphologie parce qu'elle est sujette à l'erreur, parce qu'en général, on compare l'aorte par rapport à la taille de l'artère pulmonaire, alors que l'artère pulmonaire, en elle-même, dans la tétralogie de Fallot, peut être petite, voire hypoplasique. L'étude de shunt aussi, c'est-à-dire la direction du shunt qui est gauche-droite et qui se fait vers l'aorte, et puis la présence de la continuité mitro-aortique qui est respectée. Donc voilà les 4 points à étudier. Donc, après l'analyse de l'aorte, on passe à l'analyse du conotroncus et de la voie pulmonaire. Et là, plusieurs éléments doivent être analysés depuis l'analyse du conotroncus, en passant par l'anneau pulmonaire, la valve pulmonaire, la jonction sinotubulaire, le tronc de la paix et les branches de la paix. Bref, il faut aller depuis la jonction, plutôt depuis le conotroncus, jusqu'aux branches de l'artère pulmonaire en analysant segment par segment. Pour le conotroncus, il est mieux analysé en sous-costale. Regardez sur ces 2 boucles-là en haut. C'est une coupe sous-costale. Vous voyez ici l'aorte, le ventricule droit, et vous avez le départ de l'artère pulmonaire. On voit ici le lymphindibulum pulmonaire dans sa totalité. Donc, on peut voir est-ce qu'il est la longueur et l'étendue de la sténose infundibulaire, sa sévérité. On peut même voir le Doppler couleur depuis le départ du ventricule droit et mesurer le gradient parce qu'on est vraiment aligné sur l'artère pulmonaire. La petite axe peut plus ou moins faire l'affaire, mais faites attention, il y a un risque de malalignement par rapport à l'infundibulum pulmonaire, donc les gradients peuvent être sous-estimés et on peut considérer le diagnostic comme étant une CIV plus une sténose qui n'est pas vraiment serrée. Sinon, on peut passer à la coupe parasternale grand axe en béquillant la sente vers le haut pour dégager l'artère pulmonaire. Ça donne quand même un certain degré de l'alignement par rapport à l'infundibulum pulmonaire. Donc, la coupe parasternale petite axe a plus d'intérêt dans l'évaluation de la valve pulmonaire. Regardez ici. Donc, vous avez la valve pulmonaire, la jonction sinotubulaire sur cette coupe que vous voyez en haut et à gauche. La jonction sinotubulaire qui a une taille réduite par rapport à l'anneau. L'artère pulmonaire qui est de taille réduite avec des branches qui paraissent acceptables. L'inverse sur cette coupe que vous voyez donc en haut et à droite, on a une hypoplasie et de l'anneau, de la valve pulmonaire qui est sténosante, la jonction sinotubulaire, l'artère ainsi que les branches. Donc l'analyse, comme je l'ai bien dit, doit concerner la valve pulmonaire, l'anneau pulmonaire, la jonction sinotubulaire et l'artère pulmonaire et bien sûr les branches. En ce qui concerne la valve pulmonaire, la sténose peut être extrême au point d'avoir une atrésie. Et dans ce cas-là, on est devant une autre entité, c'est-à-dire les atrésies pulmonaires. Et ce gradient, bien ce flux que vous voyez au niveau de l'artère pulmonaire, n'est qu'un canal artériel. Et l'artère, elle est alimentée par voie rétrograde. Comme vous voyez, il n'y a pas de flux qui vient du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Donc, on est bel et bien devant une atrésie pulmonaire. L'extrême, de l'autre côté, il peut s'agir d'une agénésie de la valve pulmonaire, c'est-à-dire absence de la valve pulmonaire. Ce que vous voyez ici n'est pas une valve, mais juste un reliquat de la valve pulmonaire. Regardez, ça se transforme en une sorte donc de membrane. Et bien évidemment, on va avoir un gradient parce qu'il y a cette membrane, d'accord, et une fuite qui est massive. Donc, cette forme de tétralogie de Fallot associée à l'agénésie de la valve pulmonaire, c'est pratiquement la seule situation où vous allez avoir un ventricule qui est dilaté et hypertrophié et des artères pulmonaires qui seront dilatées, parce que on a parlé depuis le début de l'artère pulmonaire. En général, soit elle a une taille qui est normale dans les formes régulières de la tétralogie de Fallot, soit qu'ils sont hypoplasiques. Donc, dans l'agénésie, c'est la seule situation où on peut avoir cette dilatation de l'artère pulmonaire.
On peut avoir aussi une sténose, voire une agénésie d'une branche de la paix, comme vous le voyez sur cette coupe-là. La patiente était très peu échogène. Regardez, vous avez la paix, une branche de la paix qui est bien visible et l'artère pulmonaire gauche est complètement absente. On a dû compléter par un angioscanner pour confirmer le diagnostic. Donc, on finit par les mesures de gradient. Je rappelle que la sténose infundibulaire donne un aspect en lame de sabre et les sténoses valvulaires donnent un aspect en doigt de gant. Et j'insiste sur le fait que la mesure du gradient doit être faite de préférence en coupe sous-costale pour être bien alignée sur l'infundibulum, contrairement à la coupe petit axe. Et on n'oublie pas d'analyser le ventricule droit à la recherche d'une sténose médio-ventriculaire. Ce n'est pas une association très fréquente, mais ça existe. Vous avez deux cas ici. Le premier, on a une sténose assez significative. Regardez ici la valve tricuspide qui est un petit peu presque sténosante. Elle est sténosante. Vous avez une membrane ici avec la suite de la valve tricuspide et au-dessous, vous avez la sténose médio-ventriculaire. Sur cette boucle que vous voyez à gauche, elle s'est bloquée, mais vous avez une sténose qui est moins importante. Donc, Karimi, au total, l'analyse de la voie pulmonaire commence par l'infundibulum pulmonaire, l'anneau, la valve pulmonaire, la jonction sinotubulaire, le tronc de la paix et les branches. Et pour chaque mesure, on rapporte les résultats par rapport au Z-score. Et on n'oublie pas la recherche de la sténose médio-ventriculaire par l'analyse des ventricules droits. Maintenant, on va passer au conoseptum et à la communication interventriculaire, où il faut décrire le type de la CIV, sa taille et éventuel cordage en membrane qui peut fermer partiellement la communication interventriculaire. Certains cardiologues parlent d'une CIV périmembraneuse ou une CIV périmembraneuse de l'outlet, mais la majorité des cardiologues parlent d'un malalignement du septum conal, d'une CIV par malalignement du septum conal. Quand vous qui se dirige vers l'avant pour fermer l'infundibulum pulmonaire et participe à la constitution de la tétralogie, de Fallot. Il y a beaucoup de boucles, c'est pour ça qu'il bloque de temps à autre. Regardez ici, aussi sur cette image que vous voyez à votre gauche, le septum conal qui se dirige vers l'avant aussi pour fermer la voie pulmonaire. À l'extrême, on peut avoir une agénésie carrément du septum conal. Vous avez la valve ici pulmonaire avec l'artère pulmonaire. Ici, censé être le septum conal qui sépare l'aorte de l'infundibulum pulmonaire. Donc, on a ici une agénésie complète du septum conal, responsable d'un prolapsus de la sigmoïde coronaire gauche. La même image que vous voyez ici en sous-costal, vous avez l'artère pulmonaire et vous avez l'aorte ici. Entre les deux, il devait y avoir donc le septum conal et qui est complètement absent. Et on finit par la description, donc de la taille de la CIV, qui est en général assez large dans la tétralogie de Fallot. Parfois, elle peut être petite et carrément fermée partiellement par une membrane ou un cordage, comme vous le voyez sur cette coupe sur votre droite. Donc, on a parlé de l'aorte, du conotroncus et de la voie pulmonaire, de la CIV et du conoseptum. Maintenant, on va passer rapidement par le ventricule droit. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, l'HVD fait partie de la description de la tétralogie de Fallot. Parfois, l'HVD est énorme, comme vous le voyez sur ces deux coupes-là. Je rappelle juste que l'HVD est responsable d'une forme en D-shape qu'on a l'habitude de dire pour le ventricule gauche par augmentation de la pression au niveau du ventricule droit. Il ne faut pas oublier d'analyser la fonction VD qui s'altère surtout chez les grands enfants et l'adulte et là encore de la place en post-opératoire. Donc, on finit par les malformations associées. Et à la tête de file, les artères coronaires. Plusieurs malformations peuvent se voir, mais d'une manière plus simple, ce que vous devez retenir, c'est qu'on peut voir une interventriculaire droite qui naît de la coronaire droite. On peut voir un tronc commun qui naît de la coronaire droite. À l'inverse, on peut avoir une artère coronaire droite qui naît de
l'IVEA. Sur cette boucle-là, vous avez un tronc commun qui donne l'interventriculaire et qui donne de l'autre côté la coronaire droite. Sur cette boucle en bas, vous avez une coronaire droite que vous voyez en rouge qui donne une branche que vous voyez en bleu avec la flèche, une interventriculaire droite que vous voyez en bleu. L'analyse des valves auriculo-ventriculaires, elle est importante aussi. On peut avoir un cleft mitral, des sténoses mitrales, des sténoses tricuspides et surtout, il faut analyser les valves auriculo-ventriculaires à la recherche d'un canal atrioventriculaire. Ça constitue une entité à part et c'est une association qui marque un pronostic, je vais dire, moins bon, surtout chez les trisomiques. Et il ne faut pas oublier l'analyse donc des communications interventriculaires, surtout musculaires, parce que l'augmentation de la pression au niveau du VD égalise les pressions avec celle du ventricule gauche et on peut ne pas voir le shunt, surtout quand il s'agit d'une CIV musculaire, comme c'est le cas de cette patiente-là, chez qui on a découvert une CIV en post-opératoire. Heureusement qu'elle est très trabiculée et n'a pas de retentissement, donc ça n'a pas nécessité une reprise chirurgicale. Et on finit par l'étude de l'arche aortique, association fréquente d'avoir une arche aortique à droite et aussi la veine cave supérieure gauche qui se draine dans le sinus coronaire. Et on peut le voir d'une manière très simple en voyant le sinus coronaire dilaté ici sur la coupe parasternale grand axe et en sus-sternal comme vous le voyez ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la tétralogie de Fallot. C'est ce que j'avais à dire en 15 minutes parce qu'on ne peut pas traiter l'échocardiographie de la tétralogie de Fallot en 15 minutes. À la fin, je dis que c'est une cardiopathie qui est fréquente. Le diagnostic échographique est primordial. Elle a une place importante dans la prise en charge thérapeutique. L'analyse doit être minutieuse des 4 axes, l'aorte, la voie pulmonaire, le ventricule droit, la CIV avec le conoseptum. Et il ne faut pas oublier les malformations associées. Je vous remercie.